difficile à assurer la gestion du temps devant cet enthousiasme. On va passer maintenant à une présentation à laquelle je tiens beaucoup. Divina Fromeg, sociologue, professeur Université Paris 3, qui va nous parler de la lumière, écran et technologie de l'information. Divina Fromeg est normalienne agrégée, professeure à Sorbonne Nouvelle, sociologue des médias, spécialiste des questions de réception et d'usage des technologies de l'information et de la communication. Vous voyez, on change encore une fois de domaine. Et elle pilote le projet ANR Translate qui réfléchit à la convergence de l'éducation aux médias, à l'information et à l'informatique dans le numérique. Elle supervise le projet européen ECHO qui met en place des MOOC, vous savez, les fameux cours en ligne sur les fondamentaux du numérique. Elle a dirigé le CLEMI. Depuis 2014, elle détient la chaire UNESCO Savoir devenir à l'ère du développement durable, articuler usage et apprentissage pour maîtriser les cultures de l'information, lumière, écran et technologie de l'information, Divina Fromeg. Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux ici, merci au comité français pour l'année de la lumière et merci à Costel de m'avoir permis de me joindre à vous. Je me sens un peu décalée en fait devant cet aéropage de présentation d'artistes, de techniciens, d'informaticiens, enfin de génies, parce que moi j'aborde la lumière du côté de son usage. De son usage dans la vie quotidienne. Et donc, je vais vous demander l'exercice un peu paradoxal que nous faisons toujours en sociologie, de faire l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec Hubert Reeves et tous nos astrophysiciens de génie ici, de vous mettre à la place d'un martien qui arrive sur Terre. Et qu'est-ce qui, à votre avis, va l'interpeller ? Ce qui va l'interpeller, c'est la façon dont nous, les humains, on utilise la lumière. Non pas la lumière naturelle, mais la lumière artificielle. Parce que c'est une lumière que nous avons passé notre temps à essayer de contrôler. Et ce contrôle, on peut l'expliquer par toutes sortes de raisons psychologiques, et j'espère là faire écho à ce qui a déjà été dit dans l'après-midi. L'une d'entre elles étant la peur du noir, celle que nous racontent les contes. Et donc le besoin de contrôler la lumière, de la mettre devant nous, de manière tactile, de la mettre derrière un écran, qu'elle soit en noir et blanc, qu'elle soit en couleur, qu'elle soit, comme on l'a vu beaucoup ici, bleue, qui symboliquement pour nous est la marque de la spiritualité. Tout cela, c'est un long travail qui a nécessité beaucoup d'énergie différente, de travail en laboratoire, mais aussi ensuite de ce qui se passe quand ces technologies sortent du laboratoire et sont adoptées dans la société. Cette adoption n'est pas facile. Parce que ce qu'il faut faire, évidemment, c'est passer du signal, celui qui est là dehors, au signe, qui est ce qui nous intéresse, nous les humains, et qui nous tient ensemble, qui nous sert de lien. Et donc c'est un petit peu ça que je vais vous faire de manière extrêmement rapide, et sans doute tellement... rapide que ça va être une caricature. Mais enfin voilà, ça commence aux environs. Je vous passe tous les fantasmagores des époques médiévales, mais ça commence pour notre ère moderne vers les années 1870, quand tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut transformer les images, la lumière, en signaux électriques. C'est cela qui va vraiment déclencher l'arrivée de l'image dans les foyers. Et donc ça commence par le sélénium, puisque c'est par le sélénium que l'on peut capturer le signal. Et donc il va y avoir George Carey qui va commencer à travailler avec l'électricité, et voir avec l'électricité, pas simplement la voir comme éclairage, mais vraiment contrôler ce qu'on voit, la vision.
avec sa première caméra, la caméra à sélénium. Je vous ai mis son archive, son dépôt breveté là à gauche. Et puis, il va y avoir d'autres ingénieurs dans les laboratoires qui vont commencer à réfléchir, à contrôler ce signal. Je vous ai mis aussi, par exemple, John Baird, qui est le premier à avoir capturé les objets en mouvement et qui a, du fait, représenté la première image que l'on voit de manière électrique, 30 lignes. C'était une image qui défilait de bas en haut dans une sphère ovale. Ça n'a pas marché, cette sphère ovale, parce que l'ovale, dans nos cultures, c'est le symbole de la nostalgie ou de l'esthétique. Si vous regardez au plafond, il y a beaucoup d'ovales. Ce n'est pas pour du réel, c'est pour quelque chose qui est de l'ordre de l'irréel, justement. Mais si on veut, et l'image a toujours été, dans sa capture du signal, avec une volonté de capturer le réel, être au plus près du réel, à ce moment-là, il faut évoluer, et cela évolue. On travaille de plus en plus sur le parcours du signal et sur le ratio de l'image. Et là, on tombe sur l'écran à électrons, bien sûr, l'électron, la grande découverte qui va permettre de faire avancer. Et on voit que le sélénium laisse la place au phosphore et à l'écran de phosphore, et que le parcours du signal est de plus en plus contrôlé, et il va être de haut en bas et de gauche à droite, comme l'écriture. Et le ratio, c'est un ratio donc qui n'est plus ovale et allongé vers le bas, c'est un ratio qui est rectangulaire pour être au plus proche en fait de notre vision et de ce que voit l'œil. Nous ne voyons pas en rond, nous voyons en rectangle, à droite à gauche surtout, peu de haut en bas, c'est pour une affaire de survie, il n'y a pas de prédateur en haut, par contre sur les côtés oui, donc notre œil est en fait, voit plutôt de manière rectangulaire. Et on approche de plus en plus vers l'interface écran, et donc de la transformation du signal en signe, avec l'arrivée de l'analyse de l'image donc sur la base du texte, et donc, comme je vous le montrais, le principe du balayage entrelacé. Et là, on n'est plus à 30 lignes, on est à 625 lignes. C'est l'écran tel qu'on l'a connu à la télévision pendant très très longtemps. C'est un signal qui s'est stabilisé pendant très longtemps. Il a changé simplement depuis qu'on est passé aux écrans 3D. Donc 50 ans de vie. Petit à petit, toujours dans le passage du signal au signe, évidemment, l'arrivée de l'électronique a encore facilité davantage cela, et l'arrivée de la couleur aussi, avec les premiers écrans donc plasma qui toujours fonctionnent avec le phosphore. Et ce qui est intéressant pour faire entrer ces écrans dans les foyers et auprès de nous et dans nos vies de tous les jours au quotidien, c'est que ces écrans deviennent de plus en plus petits. Si vous vous souvenez des premières photos des écrans, ils étaient raccrochés à d'énormes postes de télévision ou d'énormes consoles d'ordinateur, donc insupportables dans un foyer. Il n'y a pas une femme de maison qui se respecte qui voudrait ça dans son salon. Donc il a fallu un certain temps, et le génie de certaines personnes, dont par exemple Steve Jobs, pour dématérialiser de plus en plus tout ce qui est boîtier et de plus en plus valoriser ce qui est relation à l'image et à la lumière qui est de l'intérieur vers l'extérieur, très différent de la lumière naturelle. Et ça recommence, voilà. Alors, petit à petit, on passe au sens, et c'est passé trop vite. Voilà, je vais y arriver quand même. Voilà. Maîtriser la lumière, c'est quelque chose. Donc, le passage, ce qui va faire que les gens vont de plus en plus accepter de mettre ces énormes machines à lumière dans leur foyer, c'est qu'on va de plus en plus, au niveau industriel, leur donner du sens. Et un des premiers sens, c'est la foire RCA en 1939, juste avant la guerre, où on montre le premier boîtier de télévision transparent, en bakélite. Et les gens, du coup, peuvent voir ce que c'est que ce contrôle de la lumière, ces canons à électrons, ces tubes. Et ça a un très, très grand succès. Et ça va permettre, petit à petit, comme vous voyez en bas, l'inclusion de la télévision, un des premiers écrans, dans les foyers. Mais ça rentre avec du storytelling. J'ai mis le mot anglais exprès parce qu'on est au-delà du récit et du conte. On est aussi dans la manipulation du récit. Le storytelling, vous voyez, là, je l'ai pris exprès parce que c'est le plus grand moment fédérateur autour de l'écran, un des premiers. Armstrong sur la Lune,
l'événement est télévisé et il est vu dans beaucoup de pays. Et là, par exemple, c'est un exemple français que je vous ai pris. Mais on voit que le signal commence à faire sens et à envoyer du sens social, du sens politique. Ce sens ne va pas sans socialisation. Il faut donner un contexte à cet écran pour qu'à nouveau il pénètre au plus près de nos foyers, au plus près de notre intimité. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'écran va prendre la place du foyer et va de plus en plus dans les salons se trouver à la place de l'âtre. Donc l'endroit où avant on racontait des histoires, où on se réunissait autour de la cheminée, autour du conteur ou du veilleur. Et là, il y a cette substitution du récit, c'est l'écran qui va devenir notre grande machine à récit et à images. Et évidemment, en 2012, on a toujours cette place de l'écran de télévision là où normalement il y aurait la cheminée ou le foyer, mais vous voyez qu'il y a d'autres écrans qui se sont rajoutés. Et je voudrais bien arriver à la phase suivante. J'espère que tu me décomptes ça de mon temps, Costel, parce que c'est pas juste. Mais voilà, on arrive maintenant à environ, en 2016, 6,3 écrans par foyer. Donc vous voyez que c'est plus que le foyer normal, 4 personnes. Et on passe du foyer salon à la chambre, la chambre numérique, notamment des ados. Sociologiquement, c'est un énorme phénomène que nous suivons tous. Que se passe-t-il avec ceux qui sont nés non seulement avec l'écran de télévision, mais avec l'écran numérique? Moi, je prétends qu'on est dans une phase de l'écran navette, c'est-à-dire qu'en ce moment, les deux écrans sont à égalité. Celui de télévision continue à raconter du récit. Celui de l'ordinateur permet de faire du commentaire sur ces récits par les réseaux sociaux. Et donc on voit que les jeunes sont sur les deux à la fois, mais aussi nous les adultes, et qu'on peut donc regarder la télévision. Là je vous mets une émission de télévision crochet si je puis dire, mais on peut aussi bien entendu consulter Internet en même temps. Et donc cette socialisation, elle passe par une pénétration de plus en plus rapprochée de nos lieux de l'intimité. Oui. J'espère qu'entre-temps, vous vous dites où est mon portable, parce qu'en termes d'intimité, bien sûr, je n'ai pas mis de photos parce que je pense que vous êtes tous concernés, vous avez tous au moins un portable sur vous. J'ai une personne au fond là qui me dit que non. Voilà, madame, vous êtes une minorité, très très minoritaire. Mais voilà, mais tout ce travail que de pouvoir porter sur soi votre petit portable et ne pas en avoir peur et vous en servir pour vous éclairer dans la nuit ou pour agiter votre image quand il y a des chanteurs dans les stades, etc., ça a pris tout ce temps de domestication et d'apprivoisement. Au point que maintenant on en arrive à quelque chose dans lequel nos cultures sont en général très réticentes, c'est-à-dire à mettre ces objets lumière sur et dans nos corps. Mais c'est l'étape dans laquelle nous sommes, en termes de miniaturisation, mais vraiment aussi de domestication, d'appropriation. Donc les écrans sont ambiants, on est entouré ici, mais ils peuvent être ambiants de différentes manières. Ils sont de plus en plus des prothèses. Donc on a des écrans rétine, de plus en plus en train d'être testés. On a encore du mal à les accepter. Google Glass, c'est pas tout à fait encore là, mais on sait que c'est une des frontières. Et puis, dans les écrans ambiants et portables, bien sûr, il y a tout ce qui relève de l'expérience MIT et autres, sur le sixième sens, où avec des capteurs, on va pouvoir de plus en plus aller vers la simulation numérique des espaces simulés. Là, je fais écho à tout ce qu'on a montré tout à l'heure, les différentes vidéos. Et donc, pouvoir se déplacer avec des écrans, vous le voyez, de plus en plus dématérialisés dans la ville. Et on imagine, avec le Wi-Fi, etc., que toutes les villes seront équipées ainsi, jusqu'à la simulation presque totale dans laquelle nous sommes, de la réalité virtuelle et de l'immersion, grâce à un écran qui devient casque avec réalité virtuelle, et capteurs. C'est le système Oculus Rift. Alors, j'avais préparé ce diaporama avant hier, où Facebook a annoncé qu'il avait racheté Oculus Rift
Et il y a une très très grosse controverse sur ce que ça donne d'être dans cette situation où la proximité maintenant avec le signal, sa maîtrise, son contrôle, nous permettent d'évoluer en temps réel pratiquement dans une réalité virtuelle. Et ça pose bien la question dans laquelle je crois nous sommes tous confrontés et qui relève toujours de ce besoin de contrôle, de maîtrise, de vaincre la peur, mais aussi de trouver d'autres formes de récit. Cette situation de se dire qu'est-ce qu'on augmente ? Est-ce qu'on augmente l'homme avec des objets qu'il peut porter, etc. Ou est-ce qu'on augmente la machine ? Et c'est toujours le dilemme que nous avons, notamment en Europe, de savoir si nous allons casser la frontière entre l'animé et l'inanimé, qui est en fait ce que la lumière nous invite à faire. Merci de votre attention.